Nous sommes aujourd'hui au festival économique organisé par le Policy Center of the New South en marge des assemblées générales du FMI à Marrakech, en présence de M. Lalbi Chaidi, Senior Fellow au Policy Center. Et aujourd'hui, on va parler de la réforme des règles formelles et informelles de développement. Nous avons eu l'occasion lors du panel de ce matin de discuter d'un thème de grande importance et en même temps de grande actualité, celui des règles formelles et informelles dans un processus de développement. De quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement de reprendre le thème sur la gouvernance qui a fait l'objet de toute une réflexion sur la longue durée par la Banque mondiale, par le FMI, et du rôle de la gouvernance dans l'efficacité des politiques économiques suivies par les pays, notamment les pays en développement. Ce thème a été introduit par un économiste indien qui a réalisé un ouvrage extrêmement intéressant sur cette question et auquel il a invité un certain nombre de personnes à partager le débat ou les idées soulevées dans cet ouvrage. Cet ouvrage, il l'a intitulé « Un voyage au Danemark ». Quel rapport entre ce titre d'un voyage au Danemark et la question de la gouvernance ? Parce que tout simplement, cet économiste a considéré que le Danemark pouvait représenter un modèle ultime de développement. Un modèle pas tout simplement par la création des richesses que le pays peut produire dans la diversité de ses structures économiques, ou par la diversité de ses structures économiques, mais un modèle parce qu'il représente ce que l'on pourrait considérer comme un idéal type d'institution de développement. C'est-à-dire d'institutions qui font partager, qui font participer plutôt le citoyen à la prise de décision, qui permettent l'inclusion économique, thème sur lequel aujourd'hui il y a eu beaucoup de débats concernant les pays du tiers-monde, comment ne pas laisser un certain nombre de personnes ou un certain nombre de catégories sociales en dehors du bénéfice de la croissance. Et comment ce pays aussi, par ses institutions, est un modèle de respect de la liberté, du droit et de la diversité. Et en fait, l'auteur en question ne considère pas que le Danemark est un idéal type. Il considère tout simplement qu'il faut avoir une trajectoire dans les modèles de développement. Il faut aspirer à. Aspirer à quoi ? Aspirer à faire en sorte que dans tous les pays, les règles de droit soient respectées dans la dynamique du développement économique. Et les règles de droit concernent évidemment non seulement le droit de propriété, la liberté d'entreprendre, mais aussi le droit socio-économique et social, le droit de la protection sociale. Et surtout la capacité des citoyens à interpeller les États dans les choix de leur politique publique. Et il nous a invités à réfléchir ensemble sur cette perspective en disant, évidemment, si nous prenons les expériences du monde, en ne restant pas sur ce modèle type du Danemark, entre guillemets, si nous prenons les exemples des pays du tiers-monde et des pays, disons, du Sud plus exactement, comment les pays du Sud peuvent aspirer à améliorer le rapport de l'État aux citoyens. Améliorer le rapport aux citoyens dans la création de la richesse et dans la distribution de la richesse nécessite des institutions fortes. Et tout le thème a tourné autour, qu'est-ce que c'est que des institutions fortes ? Est-ce que des institutions fortes sont des institutions qui donnent la prééminence à l'État, selon le modèle examiné dans la littérature philosophique de ce qu'on appelle l'État léviathan. L'État est censé protéger les faibles contre les forts et il peut même utiliser ce qu'on pourrait appeler le monopole de la violence. La violence, pas au sens physique du terme, mais par le droit, par les règles,
pour éviter que les forts ne dévorent les faibles, pour que la création de la richesse soit réellement partagée. Et donc, ces institutions fortes, quelles sont les conditions de leur création et de leur mise en œuvre? Il est vrai que dans les pays en développement et dans le Sud, la question ne peut pas se poser uniquement de cette manière. Parce que nous avons vu dans justement l'expérience internationale que vous pouvez avoir des États forts, mais qui n'agissent pas toujours dans l'intérêt général. Et il y a des modèles de développement où l'État contrôle même le pouvoir économique et le pouvoir politique, mais elle abuse de ce pouvoir économique et politique. Et elle crée peut-être des espaces de clientèle, de népotisme, d'élargissement des alliances, mais dans l'intérêt en fait d'un groupe qui détient les leviers de l'État. Donc la question n'est pas celle de l'État fort, ni celle d'aller vers un libéralisme total, sauvage, parce que le libéralisme total et sauvage peut aussi conduire à ce que les riches prennent le dessus sur les pauvres et donc accaparent la richesse. Donc c'est cette notion de comment produire la richesse et comment faire en sorte qu'elle ne soit pas accaparée par la minorité, et nous avons besoin d'institutions fortes. Et il y a évidemment plusieurs conditions pour que des institutions soient considérées fortes. Ce n'est pas tout simplement la question de la stabilité politique de la longue durée. Elle est importante, elle est fondamentale. C'est celle, au fait, de l'adhésion des citoyens à ce qu'on pourrait appeler des normes et des règles, parce qu'ils savent que ces règles et ces normes, à travers le droit, sont des règles et des normes justes, et non pas des règles et des normes faites au bénéfice d'un certain nombre de citoyens. Et donc, parmi les conditions sur lesquelles, évidemment, ces institutions fortes peuvent être construites dans les pays en développement, c'est notamment le capital humain. On passe toujours par la question de l'homme ou de la femme, c'est-à-dire doter les hommes dans une communauté d'une connaissance, d'une capacité. Et en fait, connaissance et capacité, ou de skills comme on appelle, c'est-à-dire de leur capacité d'être des acteurs aussi du développement, pas d'être des assistés du développement. Et être capable donc de créer aussi la richesse à travers la formation n'est pas suffisant. Il est important, mais il n'est pas suffisant. Parce que la notion du capital humain n'est pas tout simplement doter une ressource humaine de connaissances, même de connaissances technologiques les plus avancées, pour qu'ils soient en phase avec l'évolution du monde et l'évolution des conditions de la production, à travers notamment aujourd'hui les changements technologiques, l'intelligence artificielle, etc., pour que ces technologies ne soient pas destructrices de l'emploi, mais créatrices et laisser la place à l'innovation. Oui, mais l'homme est aussi un être humain. Un être humain, ça veut dire qu'il rentre dans des rapports sociaux, dans des relations communautaires. Donc il faudrait que le système éducatif ne soit pas uniquement fondé sur la capacité de doter les jeunes de ressources leur permettant d'avoir la connaissance et d'être en mesure de trouver un emploi dans le marché du travail. Il faut que le système éducatif soit porteur aussi de valeurs culturelles. Il faut qu'il soit fondé sur l'écoute respective, sur la notion de la liberté, sur la notion du partage, sur la notion de la solidarité. Et donc ce sont des valeurs culturelles fondamentales. Donc il faudrait repenser nos systèmes éducatifs qui ne soient pas fondés sous un aspect uniquement de formation technique. Voilà une des conditions. La deuxième, qui me paraît aussi importante, qui est ressortie dans le débat, c'est avoir un État efficace, avoir un marché qui n'est pas un libéralisme sauvage, oui, mais il s'agit aussi d'aller vers un mode d'organisation de la société où le citoyen s'exprime. Le citoyen doit s'exprimer librement et en même temps pour la défense de ses droits dans l'entreprise.
Il doit s'exprimer librement pour la défense de ses droits dans la société, dans sa ville. Donc cette notion de citoyenneté est fondamentale pour parvenir à des institutions fortes. Ça vous paraît peut-être un peu étonnant, mais l'institution forte se construit à partir justement de la création de ces espaces où les individus se réalisent, où ils considèrent que leur bien-être non seulement est pris en charge par des politiques publiques, mais ils sont les défenseurs de leur bien-être et de leur liberté. Donc cette notion de la citoyenneté est fondamentale pour créer des institutions fortes, parce que c'est celle qui donne la garantie que l'homme et la femme se sentent protégés par des normes et des règles dont ils sont eux-mêmes les producteurs et les défenseurs, d'une certaine manière. Et dernier aspect qui me paraissait intéressant dans ce débat sur les institutions fortes, c'est celui de la confiance. Dans aucun modèle de développement économique et social, qu'il soit un modèle traditionnel, qu'il soit un modèle moderne, qu'il soit un modèle post-moderne de demain, cette question de la cohésion sociale ne peut se réaliser, ne peut être consolidée sans que la confiance ne soit établie comme la règle essentielle de la relation entre qui et qui, de la relation interpersonnelle, entre vous et moi, entre moi et mon voisin, entre moi et mon collectif, ou disons la personne avec qui je travaille dans l'entreprise. Donc cette relation interpersonnelle est fondamentale. Et cette relation interpersonnelle ne peut être constitutive d'une nouvelle approche de la cohésion sociale que si toutes les personnes partagent le même référentiel de valeurs, de l'écoute, du dialogue et de la régulation des conflits par l'échange et non pas par la violence. Deuxième aspect de la confiance, c'est la confiance qu'on appelle institutionnelle. Qu'est-ce que c'est que la confiance institutionnelle? C'est la confiance qu'un citoyen, vous et moi, a envers l'organisme, l'institution, l'État, qui est censé la garantie de cette cohésion sociale. Et vous voyez qu'aujourd'hui, dans les pays en développement, souvent, cette confiance institutionnelle se perd. C'est-à-dire les citoyens n'ont pas confiance dans leur classe politique, n'ont pas confiance dans même leur entreprise, parce que les bénéfices de l'activité ne sont pas partagés, parce qu'ils sont considérés comme étant tout simplement des personnes qui produisent, non pas qui participent à la vie de l'entreprise en tant que telle. Donc finalement, cette dimension confiance institutionnelle est aussi fondamentale, et l'important, c'est de pouvoir trouver le lien entre comment respecter ou comment articuler la confiance interpersonnelle avec la confiance institutionnelle pour aller vers des institutions qui soient crédibles, des institutions qui soient garantes de l'efficacité des choix, et faire en sorte que nos États, comme le disait un sociologue, nos États dans les pays en développement ne soient pas considérés comme des États importés parce qu'ils ont une dimension un peu d'occidentalisation dans leur forme de modernisation et d'organisation. Parce que dans les pays en développement, nous sommes aussi des sociétés composites. Composites, c'est-à-dire avec des communautés qui ont une minorité ou majorité, qui ont des référentiels différents. Mais l'essentiel, c'est qu'elles doivent partager les mêmes valeurs culturelles pour que leurs comportements soient des comportements allant dans le sens du dialogue et de l'échange et de la consolidation vraiment de l'intérêt général, et que l'État soit le reflet d'une société aussi qui est composite, mais qui sait mettre en place des mécanismes de dialogue au lieu de faire, je ne dirais pas prévaloir, de laisser la violence s'exprimer dans la rue ou dans l'entreprise ou ailleurs. Merci.